Donc on va demander au deuxième orateur de nous parler du point du technicien. Donc c'est Serge Torty qui est à Vichy. Bonjour, cette vidéo vous est présentée par la société Yansys et nous allons vous présenter les problématiques principales de l'intelligence artificielle d'un point de vue technique pour le domaine médical. Tout d'abord, qui sommes-nous? Pourquoi vous parler d'intelligence artificielle? Tout simplement parce que notre société est spécialisée dans l'édition de logiciels médicaux et particulièrement expérimentée dans la gastro-entérologie depuis plus de 20 ans. C'est donc pour répondre aux besoins des médecins qui ont fortement évolué ces dernières années que nous avons intégré un pan de recherche et de développement dans le domaine de l'intelligence artificielle en endoscopie. Cette présentation va s'organiser autour de 5 thèmes. À quoi correspond le terme intelligence artificielle, puisque ce terme peut être assez flou et trompeur? Qu'est-ce que le deep learning, ou apprentissage profond, la technique qui a popularisé l'intelligence artificielle? La présentation et les enjeux de notre projet Ciceo AI, les données et leurs problématiques associées pour l'intelligence artificielle dans le domaine médical, notamment pour l'apprentissage automatique, le suivi de mouvements et la cartographie avec ses principes fondamentaux appliqués à la coloscopie. Mais avant d'aborder plus précisément ces sujets, faisons le point sur le concept d'intelligence artificielle. Dans le langage courant, on parle souvent d'intelligence artificielle pour désigner des systèmes qui imitent l'intelligence de l'homme. Cela donne parfois à l'intelligence artificielle une image de système de décision, mais la réalité est bien plus large. Plus concrètement, ce terme désigne un ensemble disparate de méthodes, numériques en général, permettant de résoudre des problèmes logiquement ou algorithmiquement complexes. Pour vous donner quelques exemples, ces techniques permettent la détection et la localisation d'objets spécifiques, des chaises ou des stylos dans la vie de tous les jours, mais aussi de polypes dans le cas de la coloscopie. Il existe aussi des techniques de modification d'image et de transfert de style, comme dans le cas de la fameuse application FaceApp qui permet notamment de se vieillir ou de se rajeunir sur une photo. D'autres tâches demandent l'association de méthodes différentes, comme la conduite autonome. En effet, pour cette application, plusieurs sources d'informations différentes sont disponibles, telles que les caméras, lidar, GPS et les différents capteurs physiques, chaque source devant être traitée avec des techniques différentes puis intégrée à un système central. Si l'on entend autant parler d'intelligence artificielle de nos jours, c'est en grande partie dû à une technique particulière, l'apprentissage profond. L'apprentissage machine, ou machine learning, est un concept assez simple. On montre un grand nombre d'exemples à noter à un système agissant comme un mini-cerveau qui va petit à petit apprendre à relier un exemple au résultat attendu. Ici, les données sont des formes géométriques classifiées comme triangles, carrés ou hexagones. Elles sont utilisées pour entraîner le modèle, celui-ci est testé sur des données annotées différentes et on peut ensuite l'utiliser pour prédire la nature de nouveaux exemples. L'apprentissage profond, ou deep learning, est lui un sous-domaine du machine learning. En général, en machine learning, les caractéristiques des données d'entrée à utiliser sont spécifiées par l'homme. Dans le cas du deep learning, on passe directement les données brutes et le système apprend les caractéristiques utiles. Ici, on voit bien sur le schéma que pour le deep learning, le choix des caractéristiques à extraire n'est plus effectué par l'homme, mais inclus dans les calculs du modèle. Les méthodes d'intelligence artificielle, notamment le deep learning, sont assez coûteuses et demandent donc un matériel adapté avec une capacité de calcul suffisante. Par exemple, pour une même méthode, un processeur classique obtient un résultat en 476 millisecondes alors qu'un processeur graphique adapté l'obtient en 42 millisecondes. Dans ce cas, plus de 11 fois plus rapide. Avant de rentrer plus en détail dans les techniques d'intelligence artificielle, nous allons vous présenter notre projet Ciceo AI que nous prendrons comme exemple pour la suite. Notre projet concerne la qualité des coloscopies de dépistage. En effet, le cancer colorectal d'intervalle est une cause de mortalité importante due à un polype malin manqué lors d'un examen. L'indicateur de qualité d'examen principal aujourd'hui est le score de Boston, mais il reste très subjectif. En effet, ce score est déterminé par l'endoscopiste lui-même qui assigne un score de propreté à chacun des 3 segments du côlon. Notre but est donc de le faire évoluer en se basant sur l'image et les données médicales. Cela passe par la détection d'éléments clés du côlon, la classification d'images, la localisation dans le côlon et pour finir la cartographie de celui-ci. Notre projet Ciceo AI pour la coloscopie se subdivise en plusieurs tâches principales. La détection du sécom et de la sortie de l'endoscope pour démarrer et arrêter automatiquement le système et avoir le temps de retrait, la classification des images utiles pour obtenir un score de Boston ou de visibilité, le filtrage des images et la correction de bruit pour rendre le système plus robuste, enfin la localisation et l'agrégation des images pour avoir un résultat global. Comme nous l'avons vu précédemment, la quantité et la qualité des données disponibles est au cœur du bon fonctionnement de certaines techniques d'intelligence artificielle, ce qui induit des problématiques importantes, notamment en médical.
Dans le médical, l'obtention de données utiles à l'IA est plus difficile que dans d'autres domaines. En effet, la nécessité de matériel adapté, d'expertise médicale et de disponibilité d'un patient rendent difficile la collecte massive de données. De plus, ces données n'ont que peu d'utilité si elles ne sont pas annotées, et l'annotation demande du temps et de l'investissement de la part d'experts du domaine. C'est pourquoi nous sommes à l'écoute de médecins voulant investir de leur temps auprès de nous pour nous apporter des compléments d'informations liés à nos investigations. En coloscopie, l'information utile n'est ni simple ni évidente. Lorsqu'on compare un environnement urbain par exemple, où des éléments utiles sont assez visibles, l'information en coloscopie est souvent dissimulée. Sur l'image de gauche, le panneau indicateur se distingue nettement de l'arrière-plan et est traitable facilement. L'appendice présent dans l'image de droite n'est lui pas facilement identifiable sans expertise, a fortiori en utilisant des méthodes simples de traitement d'image. Même avec la complexité inhérente des données, on peut tout de même en extraire de l'information avec des méthodes avancées telles que le deep learning. Ici, on peut par exemple détecter la présence du bas-fond sécal en temps réel. Le réseau de neurones classifie les images et donne la confiance associée, affichée en haut à gauche. On voit que selon le point de vue, la confiance oscille et lorsque la caméra quitte le sécom, la prédiction change. Un exemple de bruit typique de l'endoscopie est la présence d'images floues selon l'environnement et la position de la caméra. Ce type de bruit peut être détecté assez facilement grâce à des méthodes comme la détection de rebord qui permet d'identifier les images floues avec une mesure simple. Les images détectées comme floues peuvent ensuite être ignorées par le système pour ne pas introduire de bruit supplémentaire. Un exemple de bruit moins évident à corriger est la présence de taches spéculaires. Celles-ci sont dues à la lumière de l'endoscope et créent des éléments dans l'image qui peuvent fausser le fonctionnement du système, notamment pour le suivi de mouvements. Ces tâches peuvent être corrigées par des méthodes de traitement d'image assez classiques, mais cela n'est pas parfait, le but étant surtout de rendre ces éléments de l'image moins disruptifs. Le besoin en capacité de calcul demande un matériel adapté pour pouvoir faire tourner des techniques d'IA, en particulier en temps réel. Une option possible est de déporter les calculs sur une machine distante vers un serveur privé ou dans le cloud. Cependant, cela pose des problèmes de temps de latence et potentiellement de confidentialité des données. L'option que nous avons choisie est d'effectuer les calculs en local, ce qui certes limite la puissance de calcul possible, mais nous permet de contrôler toutes les méthodes en même temps, en temps réel. En combinaison aux techniques d'identification, il est souvent utile de pouvoir estimer le mouvement d'une caméra et de localiser celle-ci, par exemple en robotique, mais aussi en coloscopie. Dans le cas de la coloscopie, on dispose d'un seul capteur, ce qui ne nous permet pas d'avoir d'informations naturelles sur la profondeur dans l'image. Pour cela, il nous faudrait une deuxième caméra pour pouvoir percevoir la troisième dimension, de la même manière que l'on peut le faire avec nos deux yeux. On doit donc se reposer sur des méthodes poussées pour avoir cette notion de profondeur, par suivi de mouvement ou par deep learning. Ici à droite se trouve la carte de profondeur obtenue à partir de l'image de gauche. Cette carte a été obtenue via un modèle de deep learning entraîné à cet effet. Les zones claires sont proches et les zones foncées plus éloignées. Pour pouvoir localiser la caméra dans son environnement, il faut localiser des points clés et les suivre dans les images successives pour pouvoir en déduire le mouvement de la caméra. Cela passe par une détection automatique de points et la mise en correspondance de ces points d'une image à une autre. Ces correspondances permettent d'obtenir le mouvement de l'image et donc celui de la caméra. Pour déduire le mouvement de la caméra, on utilise les correspondances de points calculées précédemment. On applique ensuite l'algorithme à 7 points de manière répétée selon la méthode Randsack et on garde le meilleur résultat. La pose finale est ensuite optimisée via la méthode de Levenberg-Marquardt. Selon le cas, on obtient donc la matrice essentielle que l'on décompose en rotation et translation, et on peut donc traiter le mouvement explicitement à partir de là. Celui-ci peut aussi être régularisé selon des critères préalables de vitesse maximum par exemple, ou combiné à d'autres informations par filtre de Kalman. Le principe de base de cartographie en 2D d'un environnement 3D est l'établissement d'un modèle panoramique à partir d'images de points de vue différents. Pour le côlon, on choisit un modèle cylindrique associé à l'image via les paramètres de caméra. Il se visualise en cercle concentrique sur l'image et on peut extraire les bandes utiles de ce cylindre. On met ensuite en correspondance les bandes extraites avec la carte existante et on les met à plat. Cette étape dite de recalage utilise la mise en correspondance des points caractéristiques, distord la bande de manière linéaire ou polynomiale et la rééchantillonne avant de l'insérer dans la carte. De cette manière, on met à jour la carte au fil de l'exploration colique. Toutes ces techniques, certes complexes, nous permettent d'utiliser automatiquement de l'information que l'humain aurait pu manquer, et cela de manière plutôt robuste et objective. J'espère avoir pu ainsi mettre en lumière les mécanismes importants de l'intelligence artificielle, en particulier pour le domaine médical, dans lequel celle-ci est en pleine expansion. Les équipes Yantis vous remercient de votre attention. Et pour terminer, nous sommes à l'écoute de vos questions. Très bien, donc là nous avons eu droit à un exposé
un peu technique. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait tout compris sur les algorithmes, mais je pense que le développement est important.